Contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle tient une audience publique ce lundi 15 avril pour statuer sur les erreurs matérielles de ses arrêts rendus le 12 mars dernier. Ils sont désormais transformés et prêts à se mettre au service de la nation. Le premier lot des ex-Koulouna, 1600 au total devenus bâtisseurs, a regagné la capitale après une formation acquise au sein du service national. Ils devront être affectés à divers services. Plus loin de la RDC, au Proche-Orient, après l'attaque de Téhéran contre Israël, les deux pays se sont mutuellement accusés dimanche à l'ONU lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. La plupart des membres du Conseil ont appelé à la retenue pour éviter une nouvelle escalade dans la région. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Contentieux électoraux. La Cour constitutionnelle tient une audience publique ce lundi 15 avril pour statuer sur les erreurs matérielles de ces arrêts rendus le 12 mars dernier. Au total, 184 dossiers en contestation des résultats définitifs des élections législatives nationales seront examinés par la Haute Cour. Les compétences en droit étant d'attribution, les juges ne sauraient saper le fondement de ses propres décisions. Autrement dit, il doit statuer sur tous les autres cas précédents. Par ailleurs, s'il est généralement admis en droit que la rectification d'erreurs matérielles n'est point soumise aux règles des procédures contraignantes de délais francs ou non francs, c'est évidemment en raison de l'absence d'incidents sur les dispositifs. S'agissant justement de la rectification d'erreurs matérielles, certains juristes estiment que, sur le fondement de l'article 74, alinéa 5 de la loi électorale, le juge constitutionnel serait fondé de statuer à nouveau pour d'inexactitudes avérées des chiffres mentionnés dans la décision attaquée ou des vices de transcription. Et qu'en plus, les précédents arrêts de la Cour, dans laquelle celle-ci statuant sur les actions en rectification d'erreurs matérielles, font l'objet des précédents jurisprudentiels. Les deux chemins de l'enfant nous rattrapent. En effet, faut-il statuer à nouveau comme le ferait le juge d'appel? Quelle est l'issue de ces recours à l'aune du principe de l'irréversibilité consacré par l'article 168 alinéa 1er de la Constitution? Et enfin, quelle suite donnerait le juge du contentieux électoral saisi d'un moyen soulevé par une partie sur fondement de l'article 74 alinéa 5? Le caractère de l'irréversibilité des arrêts signifie que l'option de revenir à nouveau échappe aux parties, au ministère public, même dans l'intérêt de la loi et les cas échéants au juge. Les compétences en droit public étant d'attribution, les juges ne sauraient saper les fondements de ses propres décisions. Si, tentant qu'il soit besoin de le prouver, les recours fondés sur l'article 74, alinéa 5 de la loi électorale ne visent point les arrêts de la Cour constitutionnelle, ceci après qu'elle ait posé le droit au recours à son article 74, alinéa 1er. Les recours en rectification d'erreurs matérielles ne peut avoir pour objet de réformer entièrement un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée, ni tendre à remettre fondamentalement en cause l'appréciation par la Cour des éléments de preuve soumis à son examen, ni aboutir à un second examen d'une cause déjà jugée par elle. Législative en RDC, la justice manque des preuves contre les candidats accusés de fraude. La CENI n'a toujours pas fourni des preuves attendues. Plusieurs membres du gouvernement, des gouverneurs et députés faisaient partie de ces candidats accusés de diverses infractions durant le jour du vote le 20 décembre dernier. Le parquet près la Cour de cassation s'est dit être bloqué devant le manque d'éléments de preuves dans l'affaire relative à la décision de la CENI du 5 janvier dernier, portant annulation des élections législatives provinciales et communales et des suffrages dans certaines circonscriptions électorales qui a vu notamment 82 candidats à être frappés. C'est ce que le bureau du procureur général de la République près cette haute juridiction, Firmin Vondé, a fait savoir dans un communiqué. À en croire ces documents, après que la centrale électorale ait saisi officiellement les parquets le 9 janvier, celui-ci a rapidement ouvert une information judiciaire sur les faits mis à charge des incriminés. Faits constitutifs des diverses infractions, aussi bien au niveau du parquet près la Cour de cassation qu'au niveau des parquets inférieurs.
Plus de 3 mois après, la CENI n'a pas encore apporté des preuves sous-tendant sa décision d'annulation des suffrages et des élections. Ce qui fait que l'instruction des 10 dossiers au niveau du parquet général près la Cour de cassation semble être enlisée, devant la seule difficulté pour lui de réunir les éléments de preuve pour asseoir les accusations portées contre les candidats invalidés qui ont déjà tous été auditionnés après leur interpellation, signale le parquet près la Cour de cassation. C'est pour ce faire que le parquet près la Cour de cassation a résolu de faire appel à tout celui qui détiendrait une information de nature à faire avancer l'instruction de se présenter auprès de tout office de parquet pour contribuer à la manifestation de la vérité, et la protection du témoin sera assurée pour tout celui qui aimerait garder l'anonymat. Au-delà des manques de preuves pour cette affaire de suppression de suffrages contre 82 candidats et annulation des élections dans certaines circonscriptions, plusieurs candidats et agents de la CENI sont déjà condamnés par des juridictions inférieures sur saisine des parquets au niveau des provinces. Je l'annonçais au sommaire, ils sont désormais transformés, prêts à se mettre au service de la nation. Le premier lot des ex-Kuluna, 1600 au total, devenus bâtisseurs, a regagné la capitale après une formation acquise au sein du service national. Ils devront être affectés à divers services. Regardez. Arrivé dimanche à Kinshasa d'un premier groupe sur les 1600 ex-Kuluna après 2 ans de rééducation et de formation à Kanyamaka CC. Formés notamment à la maçonnerie et à la menuiserie, ces jeunes seront déployés à travers le pays pour servir la nation à travers l'agriculture, la construction des écoles et des hôpitaux. Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyamaka CC pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama, KCC jusqu'à Moneditu par train avec le train du service national et de Moneditu à Mbujimaï par route, de Mbujimaï jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. Un groupe sera installé ici à Kinshasa, dans la commune de Lansele, pour la fabrication des bancs que le service national offrira gratuitement aux écoles qui en manquent et pour la réhabilitation très prochaine de l'hôpital général de Kitambo. Alors que plusieurs cas de récidive au phénomène Kuluna sont signalés dans plusieurs communes de la capitale, la police passe à la vitesse supérieure. Une opération dénommée Caravane de dissuasion a été lancée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans le but de lutter contre ce phénomène qui dérange la quiétude de la population. Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières, a donné le go à Kinshasa de la caravane de dissuasion des Kuluna par la police nationale congolaise. Une initiative qui rentre dans le cadre de la traque des jeunes délinquants appelés communément Kuluna. Voilà qui a justifié la présence remarquable dans les après-midi d'un cortège d'engins pimpant neuf transportant les cadres et agents de la police nationale congolaise dans la partie est de la capitale. Bien avant le départ, les troupes ont été entretenues par le patron de l'Intérieur. Ce dernier a, devant le bâtiment abritant son cabinet, déclaré que les phénomènes Kuluna devraient définitivement disparaître de la société. Il a à cet effet demandé aux policiers d'utiliser tous les moyens légaux mis à leur disposition sur le terrain des opérations. Mokonzi mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène Kuluna na kati ya mboka ote. Tozo bandango na Kinshasa tokokende na ba province. De quelle famille qu'il soit. Esengeli ko maîtriser puisque ça mission na bino. Vous avez juré, prêté serment
de protéger la population congolaise et leurs biens. Voilà l'occasion de le faire. Par ailleurs, Peter Kazadi Kankonde assure que les droits de l'homme ne seront pas violés au cours de l'opération de traque des Kuluna. D'après le patron de la territoriale en République démocratique du Congo, l'opération de traque de ces inciviques devra également se poursuivre dans les provinces. Il affirme que l'arrêt ou la suspension de la dite opération dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays, en particulier dans la ville-province de Kinshasa. Et puis hier dimanche, le cardinal Fridolin Ambongo s'est vu refuser l'accès au salon des autorités de l'aéroport international de Njili alors qu'il se rendait à Rome, selon des précisions de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa qui condamne avec la dernière énergie cette attitude. La classe politique du camp de l'opposition n'a pas tardé à réagir. Le cas de Lamouka, plus de précisions dans cet élément. Que se passe-t-il réellement entre l'Église catholique et les pouvoirs politiques en République démocratique du Congo au regard du rififi observé des plus belles lurettes? Pour les cas échéants, est tout est parti des récents propos tenus par le cardinal Fridolin Ambongo, notamment son homélie de la nuit des Pâques, où il interpelle toutes les personnes impliquées de quelque manière dans la crise qui sévit en RDC. Toutes ces questions et tant d'autres méritent bien d'être posées. En effet, apprenant avec indignation le refus d'accès au salon d'honneur de l'aéroport international d'Njili, les réactions n'ont pas tardé. Dans son communiqué officiel, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa écrit qu'elle condamne avec la dernière énergie les traitements dégradants que les services officiels aéroportuaires ont réservé à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Elle rappelle que l'archevêque métropolitain de Kinshasa est membre du CNF, le conseil des cardinaux qui assistent les saints-pères, le pape François, dans les projets des réformes de l'Église. C'est pour cette mission qu'il voyageait aussi en tant que cardinal de la Sainte Église romaine. Il est détenteur d'un passeport diplomatique. Mais pourquoi lui refuse-t-on ce statut qui a toujours été reconnu à tous les cardinaux, même sur les plans internationaux? S'est interrogé la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa. Prenant la communauté tant nationale qu'internationale à témoin, la chancellerie diocésaine invite les fidèles de l'archidiocèse et les personnes de bonne volonté à prier pour les cardinals. Réagissant à ces sujets sur son compte X, l'opposant Martin Fayulu-Madidi s'insurge contre les services officiels aéroportuaires. J'y suis indigné du traitement dégradant réservé à son éminence les cardinal Fridolin Ambongo par les agents des services de l'aéroport international d'Njili. Personne ne peut empêcher le cardinal de dénoncer les maux qui rongent notre pays. C'est l'une de ses missions prophétiques. Des Maloula en passant par Mosengo et aujourd'hui Ambongo, le cardinal est au service du peuple des dieux et non d'un régime, surtout si ce dernier est totalement corrompu. J'encourage les cardinals Ambongo à persévérer dans sa mission prophétique, écrit les candidats malheureux aux élections de 2018 et 2023. Et puis les agents et fonctionnaires de l'État n'ont toujours pas perçu leur salaire depuis le mois de février de l'année en cours. Qu'est-ce qui explique ce grand retard de paiement? Élément de réponse dans ce récit de Nathan Diamoueti. Sur place, aux alentours du bâtiment administratif des fonctions publiques, où l'on retrouve la majorité des agents qui n'ont pas perçu leur salaire depuis 3 mois. Ces derniers éprouvent de nombreuses difficultés pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives. La paie se passe mal. À l'heure actuelle, les fonctionnaires de l'État souffrent. Les fonctionnaires de l'État n'arrivent plus à arriver à installer des services parce qu'il manque les carburants, il manque l'argent de transport. À la question de savoir comment on vit avec cette situation, je n'ai pas d'autre réponse à donner si ce n'est pas dire que c'est Dieu qui nous aide. D'après le président du syndicat Transparence et Justice Sociale, qui s'est exprimé auprès de nos confrères journalistes, les conséquences du retard de paiement des agents et fonctionnaires de l'État s'est fait remarquer. Les agents répondent de moins en moins aux services et ils ne sont toujours pas payés pendant 3 mois. Entre-temps, il s'observe également sans pertinence ni impact plusieurs paiements en procédure d'urgence en dehors de tout contrôle budgétaire par le ministère des Finances, voire même le paiement des dettes internes. Concernant ces retards dans la paie des agents de l'État, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait promis il y a de cela 1 mois que la situation va s'améliorer à partir de mi-avril 2024. Une promesse qui laisse des fonctionnaires perplexes vu la gestion des finances publiques qu'ils jugeraient chaotique. En fin février de l'année en cours, le Trésor public a effectué des dépenses de l'ordre de 726,6 millions de dollars contre les prévisions linéaires de 2,4 milliards de dollars, soit 29,2%.
Ces opérations démontrent que les dépenses de 1,7 milliard de dollars américains n'ont pas été effectuées, faute de recettes publiques, dit le ministère du Budget dans son dernier rapport publié sur son site internet. À ce titre, les dépenses des rémunérations de l'ordre de 32,8 millions de dollars n'ont pas été payées. Plusieurs agents qui ont gardé leur identité à l'anonymat demandent au gouvernement congolais de s'y impliquer car il s'agit des vies des milliers de Congolais qui en dépendent. Après la province de l'Ituri, le général-major Justin Chechi s'est rendu au Sud Kivu pour poursuivre sa campagne de sensibilisation sur l'intégration dans l'armée congolaise de jeunes filles âgées de 18 à 25 ans. Cette campagne, appuyée par la MONUSCO, vise à renforcer le personnel féminin au sein des FARDC. Arrivé en fin de journée à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le général-major Justin Chechi, commandant corps logistique et point focal genre des FARDC, qui conduit une délégation mixte FARDC, MONUSCO, RSS et activiste des droits des femmes, a rencontré au Kansayo dans la commune de Ibanda les personnels militaires féminins des FARDC à qui elle a rappelé la discipline qui caractérise l'armée et les travail bien fait en vue d'espérer briguer des postes de commandement au sein de l'armée. On leur a donné l'information sur l'armée, sur ce que c'est que l'armée, sur les opportunités qu'il y a dans l'armée, sur la formation au sein de l'armée. Et voilà que nous avons terminé. Ce qui a été intéressant, c'est que les jeunes étaient intéressés. Elle a expliqué